En 1986, un avion des lignes aériennes japonaises, Boeing 747, se dirigeait de Paris vers Tokyo. Alors qu'il survolait l'Alaska, le capitaine Kenju Tairauchi remarqua des lumières étranges se déplaçant directement sur son cap. Soudain, un objet non identifié se dirigea vers l'avion. Ce que le capitaine avait d'abord pris pour un chasseur s'avéra être un objet rond, dont la taille était 2 fois supérieure à celle de l'aéronef. Ce cas reste encore inexpliqué à ce jour. Le 24e juin 1947, le pilote américain Kenneth Arnold aperçut 9 objets volants non identifiés au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington. Le pilote supposa qu'il s'agissait d'avions russes et informa immédiatement le FBI d'une possible attaque. En décembre de la même année, en raison de la multiplication des rapports d'observation de OVNI, le gouvernement confia officiellement aux forces aériennes l'étude du phénomène des mystérieuses soucoupes volantes. Cependant, l'enquête ne fut pas seulement menée par les militaires. Les services de sécurité nationale montrèrent également un intérêt. Le directeur du FBI, John Edgar Hoover, et l'amiral Roscoe Hillenkoetter, qui dirigeait la CIA récemment formée, s'intéressèrent également aux objets volants. Cependant, le public ne prit connaissance de leur rôle dans l'enquête sur le phénomène OVNI que 30 ans plus tard, lorsque la loi sur la liberté de l'information fut adoptée. Pendant de nombreuses années, toutes les agences gouvernementales américaines affirmaient que les recherches sur les ovnis étaient exclusivement menées par les forces aériennes, mais il est désormais connu que ce n'était pas le cas. Les informations sur les contacts avec les ovnis circulaient dans tous les départements des institutions militaires américaines. L'accès à ces documents était accordé à l'armée de l'air, à l'armée de terre et à la marine. La CIA s'intéressa aux ovnis en 1948. Et l'agence étudia soigneusement les témoignages de témoins du monde entier, conservant dans ses archives des rapports très détaillés. Des documents tout aussi importants parvenaient également au FBI, et ce, non pas à partir de 1947, mais même plus tôt. Ces rapports étaient transmis à d'autres agences gouvernementales, et les informations les plus importantes parvenaient directement à la Maison-Blanche. Les simples Américains n'en auraient jamais eu connaissance, si l'ère de la liberté de la presse n'était pas survenue. En 1974, des amendements à la loi sur la liberté de l'information furent adoptés aux États-Unis et les 10 années suivantes peuvent être qualifiées sans hésitation d'âge d'or de la liberté d'information. À cette époque, il était relativement facile pour les chercheurs d'OVNI d'accéder à des documents secrets importants. Le président Jimmy Carter, à la fin des années 70, a contribué à ce que la loi sur la liberté d'information soit interprétée de manière très libérale, permettant à quiconque de demander des informations, et les fonctionnaires gouvernementaux étaient tenus de trouver rapidement les documents demandés. À la mi-année 1980, une telle liberté n'était déjà plus observée, mais pendant une décennie, les chercheurs américains sur les ovnis pouvaient librement obtenir des milliers de documents importants de la CIA, du FBI, de l'armée de l'air, de la marine et d'autres organisations étudiant sur le phénomène des ovnis. L'Agence nationale de sécurité, parfois appelée l'agence qui n'existe pas, manifestait un immense intérêt pour les ovnis. Un des rapports conservés dans ses archives a été obtenu en 1953, seulement quelques mois après la création de l'agence, bien que ses dirigeants aient toujours affirmé qu'ils ne s'intéressaient pas aux problèmes des ovnis. Dans les années 70, le gouvernement des États-Unis, conformément à la loi sur la liberté d'information, a autorisé l'accès à des milliers de pages de documents secrets concernant des informations sur les ovnis. La CIA, le FBI et d'autres institutions ont fourni leurs documents à tous ceux qui le souhaitaient. Il est intéressant de noter qu'avant l'adoption des amendements à la loi, ces organisations avaient nié pendant de nombreuses années l'existence de rapports sur l'étude des objets volants non identifiés dans leurs archives. De nombreux documents étaient classés top secret. Jusqu'à présent, les documents les plus secrets dans l'intérêt de la sécurité nationale restent cachés du grand public.
les questions de sécurité nationale exigent souvent des règles strictes en matière de documentation. Cependant, il existe un avis selon lequel les structures gouvernementales ont utilisé ces règles pour dissimuler des informations importantes au grand public. Certains experts estiment que les documents accessibles ne contenaient pas d'informations clés. Les employés de la CIA peuvent confirmer que les informations les plus importantes ne sont même pas mises par écrit. Beaucoup de ce qui intéresse les chercheurs reste un mystère, mais l'accès à certains documents a tout de même été obtenu. Cela a permis de comprendre que le gouvernement s'occupait réellement du problème des objets volants non identifiés. Dans les archives du FBI se trouve un document daté de 1949, dans lequel il est mentionné que le problème des soucoupes volantes est classé ultra secret. Les militaires, y compris l'armée de l'air, l'armée et la marine, considéraient également cette information comme extrêmement importante. L'Agence nationale de sécurité s'est présentée devant la Cour suprême en 1980 lorsque les fonctionnaires ont été invités à expliquer pourquoi ils refusaient de divulguer une série de documents. L'agence a exposé ses raisons sur 21 pages et les a lus sous serment, affirmant que ces documents sont classés ultra secrets. Il est important de comprendre que le label complètement secret signifie que la divulgation de telles informations sans autorisation spéciale peut entraîner de graves violations de l'ordre public et de la sécurité nationale. Si les documents concernant le phénomène des ovnis sont considérés comme complètement secrets, l'importance du problème devient évidente. Un des chercheurs qui a eu l'occasion de consulter ce document a déclaré qu'il n'y avait aucune mention des découvertes de corps d'extraterrestres ou des contacts du gouvernement américain avec des aliens. Si de telles informations sont effectivement conservées dans des archives ultra secrètes, il est peu probable qu'elles soient examinées par la Cour suprême des États-Unis. Selon les documents, la CIA considérait à l'origine que les ovnis n'étaient que des rumeurs propagées par des personnes désireuses de rassurer le public. Cependant, en juillet 1952, un incident s'est produit qui a poussé les autorités de sécurité à revoir leur opinion. Le 19e et le 26 juillet, des objets volants non identifiés sont apparus sur les radars de l'aéroport national de Washington, planant librement au-dessus de la Maison-Blanche et du Pentagone, malgré les strictes interdictions d'entrer dans l'espace aérien de ces bâtiments. Des chasseurs intercepteurs F-94 ont été envoyés dans les airs, mais n'ont pas pu rattraper les objets se déplaçant rapidement. La situation dans les airs échappait au contrôle, tandis que les centrales téléphoniques de la capitale américaine étaient paralysées par les appels de citoyens inquiets. Les représentants des forces armées n'ont pas pu fournir d'explications claires, déclarant que ce qui s'était passé était lié à des changements atmosphériques dus aux fluctuations de la température de l'air. La CIA a réalisé que cet incident pourrait conduire à une crise nationale. Si un ennemi voulait paralyser le système de réponse rapide en cas d'urgence, il ne trouverait pas de meilleur moyen. En conséquence, les dirigeants de la CIA ont décidé de convoquer une réunion pour discuter du problème des soucoupes volantes. Cette rencontre, qui a eu lieu en janvier 1953, a été appelée la commission Robertson. Les décisions prises lors de cette discussion ont défini toute l'histoire ultérieure de l'étude du phénomène OVNI. La commission Robertson est devenue une étape importante dans l'histoire de l'étude des ovnis, et beaucoup ne réalisent pas la signification cruciale de son travail. En 1952, la vague d'ovnis apparaissant dans le ciel des États-Unis a atteint son apogée, et les gens ont observé de nombreux objets volants non identifiés de toutes formes. En juillet 1952, les forces aériennes des États-Unis ont tenu une conférence de presse, au cours de laquelle les militaires ont assuré au public que les phénomènes observés n'étaient rien d'autre que des phénomènes naturels causés par des fluctuations de température. Bien qu'une telle explication ait satisfait de nombreux citoyens ordinaires, les experts et les personnes informées comprenaient que cette interprétation des ovnis ne tenait pas la route. En janvier 1953, alors que le mandat présidentiel de Harry Truman touchait à sa fin, la CIA a lancé une invitation à des scientifiques
pour étudier le phénomène des ovnis. À la tête de la commission, nommée d'après le célèbre physicien théoricien de l'Université de Californie, Robertson, se trouvait justement lui. Il est devenu évident par la suite que les conclusions de la commission avaient été préparées avant même le début de l'analyse des documents. La commission s'est réunie à la fin de la dernière semaine du mandat présidentiel de Truman. Les conclusions de Robertson stipulaient que les ovnis n'étaient pas un phénomène secret et ne représentaient pas une menace pour la sécurité nationale et qu'ils n'avaient également rien à voir avec des technologies extraterrestres. Les scientifiques ont recommandé au gouvernement d'informer la population de la véritable nature des ovnis, en les expliquant comme un phénomène naturel. Après le travail de la commission, l'intérêt pour les ovnis a été manifesté non seulement par le FBI et la CIA, mais aussi par l'administration de la sécurité nationale, surtout pendant les périodes d'instabilité politique, comme par exemple durant la crise cubaine en 1962. Cela soulevait des questions. Ces agences croyaient-elles vraiment que les ovnis pouvaient être utilisés pour déstabiliser des adversaires et prendre le pouvoir? Et savaient-elles quelque chose sur le phénomène des ovnis qui reste inconnu du grand public? Malheureusement, les documents qui sont devenus accessibles ne fournissent pas de réponse à ces questions. De 1952 à 1969, l'étude des ovnis portait le nom de Code Projet Livre Bleu. Il est désormais connu que certains objets volants non identifiés étaient en réalité des avions de reconnaissance opérant pour la CIA. Cela soulève la question, le gouvernement cherchait-il à cacher l'existence de ces avions aux citoyens? Parmi les milliers de documents accessibles au public, il devient évident que les agences de sécurité n'ont même pas tenté de mener des recherches sérieuses sur la véritable nature des ovnis. Beaucoup sont convaincus que les gouvernements américains et canadiens, la CIA, le FBI et d'autres structures font semblant de ne pas s'intéresser au phénomène des ovnis, alors qu'en réalité, ils l'étudient secrètement. Bien que cela puisse être vrai, il est impossible de le prouver. Il est difficile de ne pas remarquer que les autorités ne manifestent en réalité aucun intérêt pour ce problème. Le gouvernement obtient des informations sur de telles questions à partir de centres de recherche, tandis que les scientifiques essaient de parler des ovnis le moins possible. Ils n'ont pas suffisamment d'informations fiables pour tirer des conclusions sérieuses. Personnellement, je n'ai pas trouvé de preuves que des organisations scientifiques sérieuses, y compris américaines, s'occupent de l'étude du phénomène ovni. Aux États-Unis, il existe une autre organisation qui a rencontré des ovnis à plusieurs reprises, la NASA. Certains pensent que pratiquement tous les vaisseaux spatiaux américains ont croisé des engins extraterrestres, bien que la NASA soit peu susceptible de le déclarer ouvertement. En septembre 1991, lors du vol de la navette spatiale Discovery dans le cadre du programme ATS-48, les astronautes ont enregistré sur pellicule un objet volant non identifié. L'analyse des enregistrements a été confiée au professeur de physique Jack Cashman de l'Université de l'État du Nebraska. Le vaisseau Discovery survolait l'Australie et les caméras vidéo fonctionnaient sans interruption. Les astronautes observaient le ciel nocturne, lorsque soudain, à droite de leur trajectoire, une lumière brillante est apparue. Il y en avait plusieurs, mais l'une d'elles se distinguait par sa taille. Soudain, cet objet s'est détaché du groupe de lumière et a commencé à se déplacer lentement vers la gauche. Puis, il s'est arrêté et dans le coin inférieur gauche de l'écran, deux éclats lumineux sont apparus. Les objets, obéissant probablement à ce signal, se sont brusquement déplacés vers la droite. Après quelques secondes, la caméra a enregistré deux traînées qui ont traversé le ciel. L'une d'elles est passée à proximité, tandis que l'autre était un peu plus loin. Un autre objet se déplaçait également vers la gauche, mais a réagi à l'éclat par un mouvement rapide. Les objets situés à droite ont agi instantanément. Les astronautes observaient les objets lumineux et enregistraient deux éclats. La réaction de ces objets était perceptible lorsque les éclats et les traînées ont traversé l'endroit où se trouvaient auparavant les objets. La NASA a expliqué ce qui s'était passé en affirmant que de tels phénomènes se produisent dans l'espace. Selon leur déclaration,
ces objets n'étaient que des particules de glace qui ont passé près du vaisseau. Il est possible que le vaisseau ait simplement survolé une formation de glace et que les morceaux de glace aient été entraînés dans le flux des gaz d'échappement de la fusée, ce qui les a éloignés sur une longue distance. De tels cas se produisent effectivement. Cependant, l'un des chercheurs ayant étudié l'enregistrement est arrivé à une conclusion différente. Il a noté: j'ai étudié l'enregistrement, comparé la trajectoire du vaisseau et des objets, en tenant compte des coordonnées spatiales et temporelles. Puis j'ai construit un graphique, étudié la réaction des objets et leurs mouvements d'un point de vue scientifique. Et il est arrivé à la conclusion que ces lumières ne pouvaient pas être des blocs de glace. Cet enregistrement vidéo n'est pas la seule preuve visuelle de l'existence d'objets lumineux mystérieux dont dispose la NASA. Leur nombre est incalculable. Les premiers enregistrements sont apparus dès le début des années 60, lorsque le programme Mercury a été lancé. En juillet 1969, un jour avant le premier atterrissage sur la Lune, l'équipe du vaisseau Apollo 11 a filmé 2 lumières inhabituelles, qui ont été considérées sur Terre comme des reflets sur les hublots du lunocode. Le chercheur ajoute: je ne peux pas dire avec une certitude absolue que dans ce cas, l'information a été délibérément cachée. Je soupçonne que la NASA s'occupe de l'étude des ovnis, et si elle a vraiment étudié ce phénomène, elle ne voudrait naturellement pas divulguer cette information. Il affirme que les ovnis représentent un objet d'étude intéressant et que le gouvernement cache la vérité sur les ovnis. Les autorités disposent sans aucun doute de documents secrets contenant des rapports sur des contacts avec des ovnis. Ils en font de même à la NASA. Le chercheur ne sait pas qui a ordonné de classer l'information sur la mission STS-48, mais il est convaincu des résultats de sa recherche. Je peux dire avec certitude que ce vaisseau a rencontré un certain objet spatial et non des blocs de glace. Il a discuté avec de nombreux astronautes, dont la plupart n'ont jamais vu d'ovni. Quand on leur attribue des choses qu'ils n'ont pas dites, les astronautes en sont très mécontents. Bien sûr, il existe également de nombreux rapports inexpliqués, comme le cas de James McDivitt. Il a raconté comment il a été confronté à un objet mystérieux pendant un vol à bord du vaisseau Gemini. D'autres astronautes ont également écrit à ce sujet dans leurs rapports, ayant observé des phénomènes inhabituels dans l'espace. Certains de ces cas ont trouvé leur explication. Le chercheur partage son expérience. J'ai vu de mes propres yeux, derrière le vaisseau spatial, une traînée de déchets avec combustion de carburant. Donc je ne peux pas croire à l'explication donnée par la NASA. Si un bloc de glace entre dans cette traînée, il a l'air complètement différent. Il souligne que si les astronautes ont vraiment rencontré un ovni, la NASA, bien sûr, ne crierait pas cela sur tous les toits. Les blocs de glace ne ressemblent pas à des ovnis et se comportent complètement différemment. La NASA a fourni au public un certain nombre de documents qui n'étaient pas classés top secret. Ces informations peuvent être consultées dans le livre publié à cet effet ou dans sa première monographie, qu'il a intitulée « Pas du tout secret ». Il est évident qu'il étudie le phénomène des ovnis. Ils ont accès à une masse d'informations confidentielles, tant publiques que classifiées. J'en ai la certitude. Je suis convaincu que la NASA détient une quantité importante de documents secrets sur les ovnis. Contrairement aux États-Unis, au Canada, le gouvernement n'a pas chargé les agences de sécurité d'étudier le phénomène des ovnis. Au début des années 50, à l'initiative personnelle de l'ingénieur Wilbert Smith du ministère des Transports du Canada, une unique expérience de recherche, connue sous le nom de Projet Magnet, a été entreprise. Avec le soutien de sa hiérarchie, Smith a commencé à examiner tous les rapports d'observation d'objets non identifiés qui étaient à la disposition du département de la Sécurité nationale et du ministère des Transports. Smith cherchait des informations scientifiques fiables dans ses rapports. En 1952, son intérêt pour le problème des ovnis a conduit à des recherches sérieuses. Lors d'une visite à Washington, avec l'aide de l'ambassade canadienne, il a rencontré le docteur Robert Sarbacher, un spécialiste reconnu des systèmes de contrôle de missiles. Sarbacher lui a fait savoir que les ovnis aux États-Unis étaient
considéré comme un sujet hautement secret. Wilbert Smith a également établi une collaboration avec Donald Keough, qui a ensuite organisé sa propre enquête. Smith a réussi à obtenir le soutien du gouvernement pour créer le projet Magnet, dans le cadre duquel les chercheurs devaient mesurer, à l'aide d'équipements scientifiques, la fréquence d'apparition des ovnis dans le ciel. Les fluctuations du champ électromagnétique devaient indiquer l'apparition d'objets non identifiés. Cependant, malgré des succès notables, le projet a été fermé au début des années 50. Les raisons demeuraient floues. Soit le gouvernement canadien ne manifestait pas d'intérêt, soit il ne souhaitait pas investir dans ce projet. La fermeture de Magnet s'est produite dans les mêmes circonstances que le projet américain Blue Book, qui exposait les institutions gouvernementales dissimulant des informations importantes sur les ovnis. Smith ne cachait pas sa conviction que les ovnis étaient des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Cependant, craignant qu'il ne dévoile ses découvertes, en 1954, le ministère des Transports lui a retiré son soutien et lui a conseillé de cesser de travailler sur le projet. Smith a interrompu ses recherches et a rendu publiques ses conclusions, affirmant l'origine extraterrestre manifeste des ovnis. Parallèlement au travail de Smith, un comité soutenu par le ministère des Transports et le ministère de la Défense nationale s'est consacré à l'étude du phénomène des ovnis. Leurs conclusions se sont révélées plus favorables au gouvernement. Après ces initiatives au Canada, plus personne n'a tenté d'expliquer les phénomènes des ovnis. Le département des Transports a refusé de poursuivre les recherches et le département de la Défense nationale ne voyait pas l'intérêt de continuer à recueillir des témoignages de témoins. En 1967, les résultats de l'étude ont été transmis à l'Institut Herzberg à Ottawa, qui fait partie du Conseil national de recherche. Cependant, l'intérêt de l'Institut pour les témoignages de témoins n'avait rien à voir avec les ovnis. L'Institut menait des recherches sur des phénomènes géophysiques, en particulier astronomiques. Certains scientifiques, en particulier le docteur Peter Millman, pensaient que l'observation des météores pouvait aider à détecter des corps célestes tombés sur Terre. Il a demandé à la police de signaler toutes les lumières inhabituelles dans le ciel, même si elles étaient considérées comme des objets volants non identifiés. Les informations de la police arrivaient à l'Institut de recherche, où les rapports étaient examinés pour déterminer ce que les témoins avaient réellement vu. Si c'était une boule de feu ou un météorite, une équipe de géophysiciens de l'Institut Herzberg était immédiatement envoyée sur place. Car pour les scientifiques, les météorites avaient une grande valeur scientifique. Si l'objet n'était pas lié au météore, il était classé comme un objet d'origine non météorique. Chaque année, à l'Institut Herzberg, un petit dossier de documents s'accumulait, composé de 20 à 30 pages. Les témoignages de personnes ayant vu dans le ciel quelque chose de plus mystérieux que des météores ont attiré l'attention du Conseil national de recherche. Les scientifiques espéraient que ces rapports les aideraient à rassembler des informations sur les météorites, et c'est pourquoi ils s'efforçaient d'obtenir autant de témoignages de témoins que possible. Au fil des ans, le dossier des rapports sur les observations d'OVNI devenait de plus en plus épais, et de temps en temps, une partie des documents était transférée aux Archives nationales du Canada. Ces fichiers, contenant des rapports d'observation, sont encore disponibles à la lecture aujourd'hui, conservés dans les archives. Les informations sur les ovnis provenaient principalement des départements de police, tant au niveau fédéral qu'au niveau municipal. Lorsque des citoyens canadiens contactaient la police pour signaler une observation d'ovnis, une voiture de patrouille se rendait sur les lieux. Les policiers prenaient souvent de tels rapports pour des blagues, mais malgré cela, ils étaient tenus de réagir à de telles déclarations, ce qui créait des formalités administratives supplémentaires, car ils devaient rédiger un rapport. Néanmoins, il y avait des cas où les policiers eux-mêmes devenaient témoins de phénomènes inhabituels. Par exemple, 5 à 6 ans auparavant à Saint-Hyacinthe, ainsi qu'au Québec, à Cochrane et dans de nombreuses autres villes, les gens devenaient témoins du phénomène beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait le penser, bien que tous ne s'étaient pas résolus à en parler. Le 7 novembre 1990,
des dizaines de personnes, y compris des policiers locaux, ont observé un objet lumineux suspendu au-dessus de l'hôtel Bonaventure à Montréal. L'objet rond, entouré d'une lueur dorée, est resté immobile pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'il soit caché par des nuages. 2 ans plus tard, Richard Haynes, chercheur principal au centre de recherche Ames de la NASA, est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un phénomène physique et non d'un reflet de lumière ou d'aurore boréale. Dans son rapport, il a indiqué que l'objet se trouvait à une altitude d'1 à 3 km et a analysé une photographie prise par le journaliste local Marcel Laroche, tout en examinant les conditions météorologiques de ce jour-là. Ses conclusions étaient impressionnantes. La longueur de l'objet volant non identifié était d'environ 535 mètres, ce qui peut être comparé à la taille d'environ 5 terrains de football. Cet incident n'a toujours pas trouvé d'explication. Et des ovnis au-dessus de l'hôtel Bonaventure ont été observés par plusieurs officiers de police. Il est intéressant de voir comment les policiers documentent de tels incidents. Lorsqu'un rapport d'observation d'un objet inhabituel dans le ciel ou d'un objet non identifié atterrissant sur l'eau ou la terre est reçu, ils ouvrent une affaire et commencent à rassembler des informations. Les opérateurs envoient une voiture de patrouille sur les lieux pour mener l'enquête. Les policiers deviennent les yeux et les oreilles de l'enquête. L'enquêteur rédige un rapport officiel et le transmet à l'opérateur ou directement à la personne responsable. Il s'appuie sur l'expérience professionnelle des officiers qui examinent la scène et préparent la documentation. L'enquêteur interroge les témoins et dresse des inventaires des preuves matérielles découvertes. Sur la base de ces données, ils tirent leurs conclusions, rassemblant et systématisant les informations. Après avoir pris connaissance des données fournies, les autorités d'enquête prennent une décision sur les actions à entreprendre. Parfois, des experts médico-légaux sont envoyés sur les lieux. Et si tout indique que les gens sont effectivement observé un OVNI, des mesures supplémentaires sont prises pour restreindre l'accès des citoyens à cette zone et une équipe d'enquêteurs se rend sur place. Si l'objet non identifié peut représenter une menace pour la sécurité nationale, les policiers sont tenus de signaler l'incident aux autorités. Lorsque l'hôtel Panaventure a été survolé par un objet volant non identifié, l'information a immédiatement été transmise aux forces aériennes. Cependant, l'objet n'a pas été détecté par les radars et les officiers de la base militaire de Trintona à Ontario, responsables de la sécurité dans l'Est du Canada, n'ont pas jugé nécessaire de faire décoller des chasseurs. S'ils avaient agi autrement, les événements auraient pu se dérouler selon un scénario complètement différent. Dans les cas où il semble qu'une déclaration n'a pas de fondement, l'information n'est pas transmise aux forces armées ou à la police fédérale. Elles ont déjà suffisamment de travail et nous n'avons pas non plus de temps à perdre avec des tâches inutiles. Si les témoignages des témoins oculaires sont corroborés, alors l'information est transmise au bureau de surveillance du territoire qui collabore étroitement avec les forces armées du Canada et la police nationale. Si la certitude émerge que l'affaire mérite une enquête plus approfondie et concerne la sécurité nationale, le bureau de surveillance du territoire informe immédiatement la police nationale ou les forces armées du Canada. Un des représentants du service souligne « Je ne veux pas décevoir ceux qui voient dans le phénomène des ovnis quelque chose d'important, mais les objets volants non identifiés ne sont étudiés ni par la police ni par l'armée. La tâche des militaires est de protéger le pays, et la police est tenue de maintenir l'ordre public. Selon les règles, les ovnis ne représentent pas de danger réel. Pour une étude plus productive du phénomène des ovnis, selon les experts, il serait judicieux de créer un comité national indépendant qui n'aurait pas de lien avec les structures militaires, mais dont les membres auraient le droit de mener des enquêtes similaires à celles menées par la police. L'objectif d'un tel comité serait non seulement de protéger le territoire canadien, mais aussi d'étudier les ovnis. Certains peuvent considérer cela comme impossible, mais une telle organisation existe réellement. C'est le CEPRA, le Service français d'études des phénomènes liés à l'intrusion d'objets extérieurs dans l'atmosphère. Au Centre national d'études spatiales,
Il existe une division civile qui s'occupe de l'étude de l'espace aérien, y compris des satellites et des fusées qui pénètrent dans l'atmosphère sur le territoire français. En 1977, lors d'une interview avec le ministre Robert Galli, un journaliste a demandé ce que le gouvernement entreprenait concernant l'apparition d'objets étranges dans le ciel après la guerre, connus sous le nom d'OVNI. Le ministre a reconnu que de nombreuses déclarations de témoins d'événements inhabituels parvenaient à la police. En réponse à cela, le gouvernement de France a prévu d'étudier ce phénomène d'un point de vue scientifique, et non seulement à travers les gros titres des journaux. Le Centre de recherche spatiale a reçu la mission de créer un comité qui a été nommé GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Au sein de GEPAN, un conseil scientifique existait et les méthodes de recherche étaient scientifiquement fondées. C'est précisément d'un point de vue scientifique que des moyens de collecte et d'analyse de l'information ont été définis afin de tirer des conclusions réfléchies sur le mystérieux phénomène des ovnis. Depuis la création de GEPAN en 1977, toutes les organisations civiles et militaires ont conclu un accord sur la répartition des responsabilités. Désormais, les policiers français et les pilotes de l'armée de l'air sont tenus de transmettre des informations s'ils rencontrent quelque chose d'inexplicable. Ils en font part à la police, qui transmet l'information à CETRA. CETRA analyse les données et émet une évaluation experte des événements survenus. Ce système fonctionne depuis 1977. Toutes les informations reçues sont conservées dans une base de données et chaque témoignage de témoins oculaires est enregistré dans un ordinateur. Aujourd'hui, on en compte environ 6000, ce qui représente un volume d'informations assez impressionnant. Grâce à cela, CETRA peut analyser les témoignages reçus des témoins au cours des 50 dernières années. Notre organisation reçoit des informations de tous les établissements liés à l'étude des objets volants non identifiés. En concluant un accord de coopération, nous avons chaque officier de police sache comment agir lors de la réception d'un rapport d'un témoin d'OVNI. Si quelqu'un signale avoir observé un objet dans le ciel, le policier rédige un rapport qui nous parvient ensuite. En cas d'événement inhabituel, surtout si des preuves matérielles demeurent sur les lieux, comme des traces au sol, la police nous contacte immédiatement. Nous nous rendons sur place avec un équipement que ni la police ni les militaires ne possèdent, car leur responsabilité n'inclut pas la recherche scientifique du phénomène OVNI. Cela relève du Centre de recherche spatiale. Le 8 janvier 1981, dans la ville française de Trans-en-Provence, un homme travaillant dans son jardin a remarqué un objet ovale lumineux qui est descendu du ciel et s'est posé sur un champ près de sa maison. Selon ses dires, l'objet était fabriqué en métal poli et avait la taille d'une petite voiture. Il n'y avait aucun signe distinctif sur sa coque. L'objet est resté au sol seulement quelques secondes, puis s'est élevé silencieusement dans les airs et a disparu. Dans le rapport d'incident, il est noté qu'un sillage rond d'un diamètre d'environ 2 mètres est resté sur le site d'atterrissage. Un homme a appelé la police, qui à son tour a contacté CEPRA, comme s'appelait alors notre centre. Les résultats de l'analyse ont montré qu'il y avait des anomalies dans le sol et la végétation. Des anomalies que les scientifiques n'avaient jamais rencontrées jusqu'à présent. Cependant, il n'est pas toujours possible d'obtenir des informations de première main, ce qui complique l'explication de ce que l'homme a réellement vu. Même lorsque nous recevons des témoignages d'un témoin oculaire, cela se produit généralement après un certain temps, et une partie de l'information se perd, ce qui rend notre conclusion subjective. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé et de donner une explication à cela. À l'échelle mondiale, environ 12% des déclarations reçues depuis 1950 restent inexpliquées. Ces témoignages concernent divers ovnis, avec des apparences et des caractéristiques technologiques inhabituelles, inconnues de la science. Par exemple, certains objets se déplacent dans le ciel selon une trajectoire en zigzag ou volent silencieusement, et lorsque l'objet s'approche de la voiture du témoin,
son moteur s'éteint. Il y a aussi des cas où des personnes ont observé un objet inhabituel suspendu à quelques mètres du sol qui disparaissait ensuite soudainement. Le 28 janvier 1994, un Airbus des lignes aériennes françaises se trouvait à une altitude de 12 000 mètres lorsque les pilotes ont soudainement remarqué un grand disque rouge volant sur le côté gauche à environ 46 km. L'objet n'était visible que quelques secondes, puis a changé de forme et a disparu. Les opérateurs du Centre de protection de l'espace aérien, surveillant les indications des radars, ont confirmé qu'un objet volant non identifié était effectivement apparu à l'écran, traversant la trajectoire de l'Airbus avant de disparaître des écrans. Bien que cela puisse sembler étrange, de telles rencontres entre avions et ovnis ne sont pas isolées. Chaque année, les services responsables de la sécurité des vols sont confrontés à des incidents similaires, dont la plupart sont contrôlés par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Ces rencontres inexpliquées dans le ciel font rarement la une des journaux, cependant, dans de nombreux cas, il s'agit de la sécurité des passagers. Le 9 août 1997, un Boeing 737 des lignes aériennes suisses, en route de New York à Philadelphie, a failli entrer en collision avec un objet volant non identifié. Le 6 janvier 1995, quelques minutes avant l'atterrissage à l'aéroport de Manchester, un Boeing 737 des lignes aériennes britanniques a failli entrer en collision avec un objet triangulaire brillant. Cet objet volant non identifié se déplaçait silencieusement et sa présence n'a pas été détectée par les radars. En août 1984, un avion de la compagnie aérienne Condair est entré en collision avec un ovni et a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à Ipswich. Dans le rapport des inspecteurs de l'aviation britannique et civile, il est indiqué que l'avion a subi de graves dommages à l'un de ses moteurs. Des dégâts ont été causés à une partie de la structure, à un des ailerons et au câble hydraulique. Ni les enquêteurs de l'aviation civile, ni le directeur de CEPRA, Jean-Jacques Velasco, n'ont pu fournir d'explications claires à l'un de ces incidents. Selon ses dires, il s'agit de phénomènes qui ne peuvent être associés aux technologies disponibles à ce jour. Si rien de tel n'existe sur Terre, cela signifie que ces technologies ont été inventées ailleurs. Velasco a suggéré que les ovnis pourraient venir de l'espace, bien qu'il ait noté qu'il est impossible d'en parler avec une certitude absolue. Les scientifiques ne peuvent que partir de cette théorie. La France est le seul pays au monde où le Comité national des recherches spatiales a créé un service d'étude des ovnis. Ce service a été fondé en 1977 par l'ingénieur Claude Poët, qui l'a dirigé à l'époque et était maintenant à la retraite. Claude s'est intéressé au phénomène des ovnis après avoir lu le rapport Condon. Il a remarqué que si un phénomène est décrit sur des milliers de pages, puis qu'il est affirmé qu'il ne peut exister dans la nature, alors il mérite réellement une étude approfondie. Claude a commencé de longues recherches qui ont duré de nombreuses années. Au début des années 80, le GEPAN a été transformé en CEPRA, car au Centre de recherche spatiale, les ovnis ont cessé d'être considérés comme un problème de première importance. Pendant 80 ans, d'autres questions les intéressaient davantage. Claude Poët souligne qu'en France, la communauté scientifique s'est attaquée à cette tâche complexe, nécessitant un dialogue ouvert avec le public. Les fondateurs du service, tels que GEPAN, Claude Poët et Hélène Astier, ont réalisé des avancées significatives au cours des premières années de son existence. Cependant, récemment, CEPRA a rencontré des difficultés et ne peut plus fonctionner comme auparavant. Ils n'ont pas la possibilité de rendre public un grand volume d'informations, comme cela a été le cas auparavant. Leur principale tâche est d'étudier les phénomènes atmosphériques, et bien qu'ils s'occupent également du phénomène OVNI, il ne leur reste pratiquement ni temps ni ressources pour des recherches sérieuses. Dans de telles conditions, il est impossible de parler d'un système clair de travail scientifique. Entre CEPRA et les chercheurs indépendants sur les ovnis, il y a longtemps des disputes sur qui comprend mieux le sujet d'étude. Poët et Hélène ont répondu à de telles déclarations.
Nous travaillons sur cette question. Nous n'avons pas le temps de répondre aux lettres et aux appels téléphoniques. Avec le temps, vous découvrirez les résultats de notre travail. En conséquence, les chercheurs indépendants ont commencé à soupçonner CEPRA de dissimuler la vérité sur ses recherches. Mais ce n'est pas le cas. Les problèmes concernent tout autre chose. Pour les scientifiques, le phénomène OVNI n'est pas un objet de recherche prioritaire, contrairement aux chercheurs indépendants qui y consacrent toute leur vie. De plus, le Centre national d'études spatiales n'a jamais considéré le travail de CEPRA comme une priorité dans ses activités. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se vanter d'un volume de financement significatif. Ce service continue de fonctionner, mais ses capacités ne sont pas illimitées. Depuis que GEPA a été transformé en CEPRA, ils n'ont présenté aucun nouveau rapport. Souvent, le travail ne dépasse pas le cadre des discussions, comme cela a été le cas en 1981, lorsque l'atterrissage d'un objet non identifié a été enregistré dans le Transat de Provence. Ce cas a été étudié par GEPAN. Il suscite encore des discussions, mais depuis, rien n'a changé dans l'enquête initiale. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs services civils ont été confrontés au phénomène OVNI. Le nombre de témoignages inexplicables d'observateurs augmente chaque jour. Bien qu'il existe encore de nombreux documents classés top secret ces dernières années, le public a eu accès à des milliers de documents confirmant que le phénomène OVNI existe réellement et nécessite une étude. La société et les médias, les sceptiques et les chercheurs d'OVNI continuent de discuter des théories sur les extraterrestres. Cette discussion pourrait être plus productive si nous abordions l'étude des faits sans préjugés. Après tout, on ne peut pas enlever aux gens leur foi en ce qu'ils veulent croire. Dans notre prochain numéro de l'émission OVNI Enquête, nous continuerons la conversation sur le mystérieux phénomène OVNI et essaierons de jeter un œil sur notre avenir. L'émission est doublée au studio Tutti Records à la demande du studio U7 TV. Pas un pas en arrière, ni un demi-pas en avant,